Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Next Épisode, votre podcast consacré aux séries télé, habituellement diffusées tous les mardis à 19h sur Séance Radio et partout, tout le temps, sur Internet, à retrouver à la demande sur vos applications de podcast favorites. Ici, on débriefe, souvent on analyse éventuellement et on s'écharpe, évidemment, mais ceci toujours dans le respect du... Produit client. Alors nous sommes toujours sur la Côte d'Azur à l'occasion du premier festival Cannes Série avec mes chroniqueurs chéris Perrine Magic Kenson. Oh, j'aime bien ça. Salut Romain. Salut Jean-Maxime Reynaud alias vivement la saison des pêches. Je vous invite à aller voir sur Twitter pour comprendre. Vous allez bien? Ça va? Pas trop fatigué? Ah, presque là, on a quand même envie de rentrer, je crois. Mais bon. Il y a les cernes qui marquent. Vous connaissez l'idée, on débriefe des séries qui sont en compétition et on commence par celle-ci. Nel 1993 la mafia era in mano ai Corleonesi. I Corleonesi controllavano le strade, maneggiavano esplosivi, armi e un esercito di 28.000 uomini pronti a sparare. In 30 anni di conflitti si erano espansi come un virus, trucidando nemici, amici, poliziotti, magistrati, giornalisti, uomini di Stato e persone qualunque. Il Cacciatore. C'est comme ça que tu dis, moi j'y connais rien en fait en italien. Moi j'ai pris espagnol LV2. J'ai fait un an d'italien, c'est pour ça. Ouais. Ah d'accord. Ça, il nous supplante sur la prononciation. Une série adaptée d'un best-seller italien, donc Il Cacciatore di Mafiosi, commandé par la Rai, et qui raconte l'histoire d'un magistrat, Alfonso Sabello, traqueur de la mafia sicilienne qui a vraiment existé, qui existe toujours d'ailleurs, et incarné à l'écran aussi par Francesco Montanari. Alors les amis, Il Cacciatore, stop ou encore? Bah moi j'ai été agréablement surpris parce que quand j'ai vu dans le pitch qu'une série italienne parlait encore de la mafia, je me suis dit ok, donc en fait il n'y a que ce sujet-là en Italie visiblement qui les intéresse, et c'est plutôt une bonne surprise parce que c'est assez rythmé. Ça m'a fait penser à Narcos en fait, dans l'esprit, dans le ton, donc pas forcément hyper original mais en tout cas assez moderne alors que ça se passe dans les années 90, et une bande son aussi assez sympa qui rythme le tout. Perrine? Je suis d'accord sur le côté, en effet, la mafia, encore, les Italiens, mais il faut vous en remettre. Et en même temps, c'est leur vraie vie, c'est leur quotidien. Enfin, mais en soi, je trouve que ça, c'était intéressant parce qu'ils prennent des faits réels. Clairement, la série est basée sur le réel. Là où le personnage, peut-être la partie la moins réelle, c'est vraiment ce personnage du procureur. Il est procureur, c'est ça? J'ai un peu peur de... Voilà, il est procureur. Donc, il y a un personnage que je trouve très ambigu dans la série. Et moi, ça ne m'a pas particulièrement touché, ça n'a pas marché sur moi. Pourtant j'aimais bien l'idée de cette ambiguïté où on ne sait jamais si c'est par un désir immense de justice par lequel il serait animé, ou si c'est juste parce qu'il a énormément d'ambition et qu'il veut absolument progresser dans le système, en tout cas dans le prestige italien de la justice. Je ne sais pas comment on pourrait dire ça autrement. Mais donc voilà, j'aimais bien cette dualité chez le personnage, sauf que je trouve que le jeu d'acteur, dont je ne vais pas même aventurer à son nom que tu avais cité tout à l'heure, Francesco Montanari. Voilà, Francesco Montanari, je trouve qu'il en fait un petit peu. Tu trouves qu'il fait un peu trop italien, c'est ça que tu veux nous dire? Alors je ne rentrerai pas sur ce terrain-là, parce que je vais être taxé d'anti-italien, mais... Il ressemble un petit peu à Louis Garrel, je trouve. Alors dans le noir et... un petit peu. Partant de brouillard, on peut confondre un tout petit peu. Mais c'est vrai que la moustache, je vois la comparaison avec Narcos, parce que même si Narcos c'est les années 80, enfin fin des années 70, années 80, ouais. On a quand même ces looks un peu similaires, cette image un peu patinée, mais je trouve que la comparaison s'arrête vraiment là, parce qu'en soi, Narcos, il y avait une gravité, il y avait pour le coup d'une façon de jouer, j'allais dire une mise en scène, mais ça serait méchant sur Il Cacciatore parce qu'en soi, il y a des idées de mise en scène, il y a des idées de mise en place. Et ça serait dur de ne pas le reconnaître. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, j'arrive pas à prendre cette série au sérieux parce que je trouve qu'ils ne se prennent jamais au sérieux. Là où ils abordent des sujets sérieux tout en voulant coller au réel. Et en ayant des moments burlesques. Ouais. Je pense par exemple à cette scène d'intro où on voit donc toute une série de mamas italiennes qui s'organisent pour garder une porte d'entrée pour éviter que la police rentre alors que leur fils ou petit-fils est en train de balancer de la drogue dans les toilettes. C'est
la scène est assez bien foutue, Ouais. très burlesque, très drôle. En plus, on apprend, je vais pas divulgacher, mais comment en fait la police peut récupérer la drogue même si vous l'achetez dans les toilettes. Donc c'est un bon plan Et pour les dealers. sachez-le. Ça vaut peut-être le coup, si jamais vous êtes dans le business, de regarder comment ça se passe. Moi, je te trouve assez dur, Perrine, avec la série, parce que finalement, il y avait des idées de mise en scène, même si effectivement, je trouve qu'elle hésite un peu entre un sujet effectivement très grave et puis des moments un peu drôles comme ça, comme ce type ce tueur qui est fan de musique dance des années 90 un peu et qui charge les CD. Mais qui en plus c'est en vrai quelqu'un de très connu dans le monde de la mafia. C'est un des plus grands de la mafia italienne, donc enfin, même pas italienne, pardon, sicilienne, parce qu'on est on est au niveau de Palerme. Donc en soi, c'est là où moi j'ai pas de problème parce qu'on rit des choses qui sont sérieuses. Au contraire, bien avec plaisir. C'est juste que là, comme le film, n'importe quoi, la série est toujours sur un fil en permanence, je trouve qu'elle n'arrive pas à trouver son ton. Alors après, encore une fois, ce n'est qu'un premier épisode, peut-être qu'ils arrivent à le découvrir le long du reste de la série, et je suis assez curieuse parce que le sujet m'intéresse, mais ce balancement du ton en permanence où je sais jamais sur quel pied danser, et en plus le jeu des acteurs où j'ai vraiment l'impression qu'ils se foutent de moi, que c'est théâtre de Guignol, bah il y a un moment donné, ça m'a pas emballé plus que ça. Il y a quelques moments émouvants quand même, il y a des flashbacks qui sont pas forcément très utiles, mais il y a quand même une histoire d'amour, donc avec un personnage ils habitent pas dans la même ville en fait, avec sa copine qu'il connaissait depuis son enfance visiblement, et quand on les retrouve tous les deux, il y a un truc qui se passe quand même, et l'actrice est très bonne d'ailleurs. Et il y a une certaine folie un peu dans leur relation. Ouais. Ils aiment se déguiser en singe, on va le dire. Oui, voilà. C'est assez beau quand même. Ouais, j'ai trouvé ça assez poétique et assez marrant. Gomorrah, Romanzo Criminale, la mafia, c'est une espèce de classique de la série italienne. Est-ce que cette série-là, apporte quelque chose de nouveau et est-ce que il se passe quelque chose qu'on n'a pas encore vu? Au niveau des séries italiennes, je pense qu'elle est, comme on l'a dit, plus drôle, plus légère. D'habitude, ils se prennent quand même hyper au sérieux quand c'est ce sujet-là. Moi, je préfère largement voir ça. Maintenant, j'aimerais surtout qu'ils nous parlent d'autre chose, en fait. Mais, ça, si vous aimez la mode, ils sont super bien sapés. Moi, j'ai regardé. Voilà. Ouais, ils sont en smalto. C'est vraiment une pub vivante pour les tailleurs italiens. En fait, je les ai trouvés. Il y a les chaussures italiennes. Ouais, un truc. Non, mais c'est vrai, il y a un personnage un peu de comptable qui arrive, il a des lunettes en croco impeccable. Mais si vous faites une soirée années 90 Italie, mais là, vous avez le tout de ce qu'il faut. Regardez ça, vous avez tout ce qu'il faut, la panoplie. Pour vous déguiser, c'est absolument parfait. J'ai pas d'idée de star italienne des années 90, j'avoue mes lacunes à ce niveau-là. Un chichot. La cicciolina. Ouais. Ah, la cicciolina. Oui, bah ouais, on est plus sur le look masculin quand même. C'est vrai que ça manquait de femmes. Hein. Qui apportait sa contribution à ce débat. Mais non, mais la cicciolina, on la voit pas dans la série, mais on pourrait. Ça se passe à peu près au même moment d'ailleurs. D'ailleurs, ça parle pas beaucoup de femmes, hein, à part la femme. Ah non, mais c'est un peu la thématique de ce soir d'ailleurs. Ouais. Ça parle pas beaucoup de femmes de manière. Est-ce que c'est pas aussi la thématique des séries italiennes sur la mafia aussi? Parce que moi, je me demande dans Gomorrah combien de personnages féminins, il n'y en a pas des tonnes non plus. Hein. Non, il n'y a pas de filles dans la mafia apparemment. Bon alors stop ou encore? Est-ce que vous avez envie de regarder la saison 2, de binger de la saison entière? Elle a fait 12 épisodes, la première saison il me semble. Ah quand même. Tu vois un enthousiasme redescend. Oui, du 8 c'était bien quoi. Non, moi je suis assez curieuse en tout cas de voir le prochain épisode. Bon. Ouais, moi aussi. On passe à une autre série. Le vamos a apoyar para que seas el candidato de nuestro partido. Pido verme para llegar a sentir. En este pueblo no somos tontos, señor. Presento mi renuncia al cargo de presidente de la República. Tierra, également présenté hier soir en compétition, série de Gaël Garcia Bernal, acteur de cinéma, mais qu'on a aussi vu dans une série pour Amazon, Mozart in the Jungle. La série mexicaine sur fond de corruption et de meurtre dans un Mexique ultra violent. Alors là, est-ce que ça vous a plu? Stop ou encore? Je vais reprendre ce que disait tout à l'heure Jean-Maxime, c'est que en effet, autant l'Italie ne parle que de mafia, autant le Mexique, ça va, il a des problèmes de corruption aussi, j'ai l'impression. Enfin, clairement, le Mexique, c'est pareil, c'est mais encore une fois, c'est des traumatismes obligatoires liés à ces pays-là. C'est comme si on plaçait pas une baguette dans une série française, ça n'a plus de sens au bout d'un moment. Donc non, mais j'ai un tout petit peu le trait, mais vraiment, c'est logique. Après que, faut se dire que c'est la première série, en tout cas, de Gaël Garcia Bernal, produite par Gaël Garcia Bernal, du moins. Je me demande s'il l'a produit avec Canana aussi. J'ai pas fait attention au crédit, mais Canana qui est sa boîte de production.
Faut pas regarder pour lui par contre, hein. Parce qu'il est acteur, mais il apparaît En tout cas, dans le premier épisode. Dans le premier épisode, on voit très peu. Ouais. Ah oui, on dirait parle même l'ange pas, de la je crois. mort. Si, il dit 4 mots, je crois. Ouais. Ouais, mais 4 beaux mots, parce que c'est Gaël. Parce que c'est lui. Parce que c'est Gaël. Mais après, sorti de revenir sur ces thématiques de corruption. Finalement, corruption, on parle pas des masses de cartels, donc en soi, j'étais un petit peu presque épatée qu'on soit pas au niveau des cartels. Il y a de la drogue, hein, vous inquiétez pas, mais, Ah oui. mais on a pas parle mal. pas. Il y a pas mal de drogue, mais il y a pas le mot cartel qui sort, donc j'étais un petit peu genre wouh, folie. Épisode 2. Épisode 2, mais en soi, voilà, c'était un petit peu la nouveauté d'une certaine façon. Mais moi, je trouve que la série démarre plutôt bien, fonctionne plutôt bien sur cette histoire d'une famille. Alors, c'est assez compliqué. Mais ce que tu Il y a veux dire, énormément de problème, personnages. en fait. C'est très très difficile Les à liens résumer. entre les personnages, on a du mal à les comprendre. ah bah, j'ai mis les bons 1h10 de la série Bah pour oui. comprendre, ouais, ça c'est sûr. Disons qu'il y a un père de famille qui est procureur, qui veut faire démissionner le président de la République, ou le gouverneur, pardon, du Mexique, qui veut l'empêcher de se présenter à la présidence de la République, parce qu'il a un dossier sur lui, on ne dira pas quoi. Et il a un dossier sur le président aussi. En fait, il a un dossier sur tout le pouvoir en place. Et il y a une histoire d'aéroport que j'ai pas bien compris. Ah oui, non, c'est pas. Mais... C'est pas Notre-Dame-des-Landes. Oui, C'est ce c'était que je pas peux vous dire. Notre-Dame-des-Landes. Même si à un moment donné il y a une séquence zadiste, clairement. Mais voilà, non, mais ça mélange vraiment beaucoup de thématiques, la corruption, les aéroports, mais bon, ça c'est très lambda, mais aussi finalement les différences avec les natifs mexicains. Il y a toute une question qui pour l'instant est purement visuelle, mais qui à mon avis va être développée dans le reste de la série. Ça aborde énormément de thématiques, c'est très 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 dense comme premier épisode qui dure 1h, 1h10, 1h15. 1h15. 1h15, voilà, qui est terriblement dense. Donc, j'espère que le reste de la série va décortiquer tout ça, parce que c'est vrai qu'en 1h15, c'est un peu... Ouais, je suis assez d'accord. J'ai quand même plutôt aimé parce que je trouve que la mise en scène est intéressante. On part quand même d'un pays qui fait beaucoup de telenovelas. Cheap et pas très bien joué. Je pense que pour eux, c'est une telenovela hyper chic. Ouais, mais on n'est contraire. pas loin de la telenovela quand même. Alors, il y a du cul, de la violence, Ouais. de la drogue. La première scène, d'ailleurs, elle est assez étonnante. Ça nous met dans une sacrée ambiance où, en fait, on se retrouve dans une soirée, je sais pas si c'est une coutume là-bas, mais où les hommes se déguisent en femmes. Les femmes sont aussi... Je sais pas si c'est une coutume là-bas. Les femmes sont aussi en femmes. Et ça chante, ça danse, ça se drogue beaucoup. Donc, Bonne soirée. Voilà, donc on se dit, bon, c'est quand même un truc assez étonnant. On s'attendait pas à voir ça. Et après, ça se calme un peu, mais c'est quand même assez trash, globalement. Ouais, moi cette première scène, enfin cette deuxième scène en fait, si on réfléchit bien, parce que d'abord il y a un truc très institutionnel dans un bureau, il signe un document officiel, etc. Ouais. On comprend pas trop justement. Dans le même mouvement, Mais moi, leur façon de se représenter la bourgeoisie décadente m'a un petit peu dérangé, quoi. C'est-à-dire que forcément, c'est des hommes qui s'habillent en femmes, quoi. Donc ça m'a fait un peu étrange, quoi. Moi, j'ai pas du tout vu comme ça. Enfin, ça m'a pas. J'ai pas réfléchi à cette histoire de déguisement en femme ou pas, parce que c'est même pas un déguisement en femme. Genre là, par exemple, vous mettriez des jupes, enfin, vous habillez en femme. C'est en femme du 18e siècle, Oui. très Pompadour, très machin. Donc il y a quelque chose quand même qui est déjà aussi dans une autocritique de la bourgeoisie. Il s'auto-parodie en tant que bourgeois décadent de l'imaginaire du décadent. Donc il y a quelque chose où moi, ça m'a plutôt amusé de jouer sur ce jeu-là. Puis bon, au-delà de ça, ils font ce qu'ils veulent. Hein, ils sont grands. Moi, puis bon, la drogue, tout ça, c'est mal. Mais sorti de ça, non, Loi c'était Evin, plutôt, loi Evin. c'est mal. Mais non, mais c'était plutôt amusant. Après, je trouve que voilà, tu parlais de telenovelas et je pense que c'est un très bon mot à employer parce qu'avec cette pluralité de personnages, et on sent bien arriver l'intrigue, la sous-intrigue, l'intrigue de la petite sœur qui a couché avec machin, on le sent arriver gros comme un camion, sauf que derrière, il y a des histoires de gros sous, il y a des histoires de meurtres, dans une forme de réalisme certain, c'est-à-dire que la série n'est jamais déréalisée totalement. On n'est pas dans le conte, on n'est pas dans le fantasmé, dans le fantastique ou dans la comédie. On est dans le réalisme de se dire la corruption au Mexique, potentiellement, ou ailleurs, ça se passe un peu comme ça. Est-ce qu'elle souffre pas quand même d'une envie de choquer à peu près toutes les 5-10 minutes? Il y a des choses un petit peu décadentes qui reviennent systématiquement. La scène de meurtre, on en a eu pas mal pendant la sélection, notamment dans Killing Eve, mais là, elle est pas mal quand même. Ça y va à fond, on voit du sang qui gicle et tout. Oui, elle essaye de choquer, ça nous choque pas tant que ça. Mais... Je pense aussi à la scène de l'enterrement. Oui. J'ai trouvé, sur un premier épisode, on y allait très très fort, ouais. quand même, quoi. Là où c'est dense, c'est beaucoup trop dense. Est-ce que c'est le public mexicain qui aime ce genre de choses? Il faut être un peu. Ils aiment peu l'exagération, trash, ouais. mais le trash, je suis pas sûr.
suis pas sûr qu'il soit habitué. C'est plutôt Gaël Garcia Bernal qui amène des choses qu'il a vues ou qu'il a fait ailleurs, puisqu'il a travaillé partout, et notamment aux États-Unis. Mozart in the Jungle, c'est pas une série trash, mais quand même, il y a quand même des choses. Non, mais il joue un personnage un peu fou, un peu excessif, un peu extravagant. On retrouve un peu ça, je pense qu'il essaye d'importer ça au Mexique. Après, ce qui est intéressant dans cette série par rapport au Mexique lui-même, c'est que finalement, il parle au-delà de la corruption. Je vais pas revenir dessus parce que j'ai pas envie de dire que le Mexique n'est qu'un pays de corrompus, c'est pas vrai. Non. Ça serait terriblement facile de dire ça. Et puis un petit peu, voilà, faire des raccourcis quand même. Mais non, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il parle quand même du Mexique en lui-même. Par exemple, on a une très jolie scène de photos, où ils prennent des photos d'un couple, d'un vieux couple, avec derrière une fresque clairement de Rivero, je vais y arriver, c'est Rivera, bien sûr, j'arrive plus, maintenant que je le dis, je m'en souviens plus, l'ex-mari de Frida Kahlo, enfin, celui qui était son mari. Ouais, je m'enfonce profondément. Mais Rivera. Et donc, voilà, c'est Diego Rivera. Voilà, merci. Voilà, j'avais plus du tout, merci. Diego Rivera. Et donc, on a cette fresque comme ça qui avait été commandée, qui avait failli être détruite par Rockefeller, etc. Donc, on revient sur l'histoire du Mexique. Pareil, avec ces histoires de natifs mexicains qui sont les peuples avant que la colonisation. Donc, en soi, je trouve qu'il y a beaucoup d'écho au pays, beaucoup de réflexions sur son propre pays. Et à aucun moment, il essaye d'empiéter en disant j'ai fait un truc à l'américaine, j'ai fait un truc. Non, il reste très dans le Mexique. Dans le jus du pays, quoi. Voilà, et ce que je trouve intéressant, parce que si c'est pour les Mexicains, à mon avis, ça parle aux Mexicains, parce qu'on fait appel à leur propre connaissance. Ça, c'est intéressant. Pourquoi, nous, en France, on n'arrive pas à faire ça ? On est à peu près incapable de se positionner dans une série télé sur notre passé très récent, sur notre vie politique, souvent peut-être même sur la corruption. Je pense à une série comme peut-être Engrenage le fait un peu, oui, Mafiosa le fait un peu, Baron Noir un petit peu, mais pas plus, quoi. Ça, très souvent. Et en plus, on vient de citer 3 séries Canal+ d'un coup, en fait, étrangement. Merci. Mais on n'est pas très capable, en fait, d'avoir ce regard critique. Cette violence-là, en plus, on la montre rarement aussi à l'écran. Comment ça se fait qu'on est moins bon là-dedans ? Peut-être parce qu'on en parle moins, tout simplement, de manière générale en France. J'ai pas je vais arrêter avec la corruption, mais j'y reviens quand même. Ça sera mon mot de la soirée. La corruption ou les cartels ou autre, ou la violence, en tout cas intrinsèque au Mexique, c'est quelque chose qui fait les unes des journaux en permanence dans le pays. C'est pas quelque chose qui est caché, c'est pas quelque chose. Tout le monde le sait au Mexique, tout le monde ne parle que de ça. Donc c'est-à-dire que ne pas en parler, pour moi, je pense les gens diraient genre. Ils se foutent de la gueule de qui, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Qu'en France, on est beaucoup plus timoré. On parle jamais en tout cas de la politique avec une certaine violence ou une violence verbale, tout simplement, mais surtout pas une violence physique ou une violence. Tu penses à Marseille, peut-être, un peu. Pour la violence verbale. Jamais de la vie. Je pense pas à Marseille. Moi, quand je pense à Marseille, je pense à un carré plongeant. Sophie-Marie Laroui. Parce que c'est la coupe de Benoît Magimel dans tout Marseille. Voilà, c'était la fin de mon intervention. C'est peut-être 2001, mais comme coupe. Mais ce que je veux dire, c'est que en soi, c'est pas français de parler de ce genre de choses. Non. Donc d'un seul coup, de le montrer, je pense qu'il y aurait une forme d'être un peu potentiellement choqué, mais ça serait pas une mauvaise chose en soi. Ça serait bien si on pouvait réfléchir davantage à ça et oser le faire. Et pourtant, on n'y arrive pas, étrangement. On n'essaye pas. On n'essaye pas beaucoup, ouais. On va passer à une autre série dont on n'a pas le trailer cette fois, qui s'appelle State of Happiness, série norvégienne, l'histoire d'une petite ville, Stavanger, je sais pas comment on dit, à la fin des années 60, au large de laquelle des compagnies de pétrole américaines cherchent évidemment du précieux liquide depuis des années, mais ne trouvent rien jusqu'à ce qu'un jour, le pétrole jaillisse enfin, perturbant ainsi toute la vie du petit village. Est-ce que ça vous a plu ? Oui, c'est chouette. C'est assez positif déjà globalement comparé à tout ce qu'on a vu. C'est plus lumineux. Il y a quand même un mort dès le premier épisode, mais voilà, c'est quand même. En fait, on a des jeunes. Pas de mort, pas d'histoire. Bah oui, en fait, voilà, c'est le début de toute bonne histoire. Ça se passe donc, tu l'as dit, je crois, dans les années 70. Oui, à la fin des années 69. Voilà, 69, ouais. Très précisément. Le State of Happiness, justement, c'est des jeunes personnages qui s'emmerdent clairement dans leur village côtier et qui vont, grâce à l'arrivée du pétrole, peut-être avoir enfin un avenir. Et on les voit donc beaucoup avec leur famille. C'est une série chorale aussi à 4 jeunes personnages, ensuite des personnages plus âgés. On les suit dans leur quotidien, on voit ce que ça peut changer pour eux que d'avoir ce pétrole. Et ça, c'est assez intéressant. Après, il y a toute une partie avec un Américain, un cow-boy, qui débarque, qui est un peu cliché et
Un peu. Alors le type, il Très porte un cliché. Stetson, il a des tiags à tous les pieds, il a une espèce de collier de cow-boy. Vraiment, il sort de Walker Texas Rangers, quoi. Je sais pas ce qu'il fait là. Et il parle comme ça. Et quand il y a de la musique, on nous met de la musique western country pour nous faire comprendre qu'il est bien américain. Ouais, ça c'est un peu dommage, surtout que c'est vraiment pas ce qui est le plus intéressant. On a envie de rester avec les personnages, notamment les personnages féminins, puisqu'il y a très peu de personnages féminins dans les séries dont on parle ce soir. Là, il y en a 2 intéressants, et très différents d'ailleurs, qui n'ont pas du tout les mêmes objectifs dans la vie. Pas les mêmes niveaux non plus sociaux, hein, oui. Clairement. Ouais. Donc, c'est une bonne surprise, je suis assez content. Moi, j'avoue aussi que j'étais un peu agréablement surprise par la série, parce que, pareil, je disais que dans Aki and la Tierra, il y avait vraiment quelque chose de très dense. Là aussi, on est, par exemple, sur le premier épisode, dans quelque chose d'assez dense aussi, en 45 minutes. On expose beaucoup de choses, beaucoup de personnages, en effet, mais c'est très, très clair pour le coup. Ouais. Contrairement à un peu Gaël, attention, c'était moins clair. Mais là, c'était beaucoup plus clair. Un petit taquet comme ça en passant. Mais là, ce que je trouve appréciable, c'est justement State of Happiness, cet état de bonheur. Donc en 69, on est en pleine période de changement tout simplement mondial, mondial en tout cas en Occident principalement. C'est le Summer of Love. Voilà, c'est le Summer of Love. On est post 68 en France, on est 69 Woodstock, tout ça. On marche sur la lune. C'est la période de grand changement, de libération sexuelle. C'est son livre d'histoire avant de venir. Non, j'ai un doctorat d'histoire. Non, mais clairement, on est dans une période, en tout cas, de changement intrinsèque en Occident. Et donc, on s'ouvre et on voit ce personnage, notamment on a un personnage d'une jeune fille qui, elle, est encore coincée dans un système parce que son statut social, elle, c'est quelqu'un d'assez pauvre, de plus pauvre. Elle est coincée dans quelque chose de plus années 40, 50 et face à elle, le monde change. Cette découverte du pétrole, l'arrivée de l'américain, c'est très symbolique d'une certaine façon. C'est l'arrivée déjà d'un début d'un melting pot, d'un mélange, d'une ouverture sur le monde, de ce petit village de pêcheurs de Norvège. On est en Norvège. On est en Norvège. On est en Norvège, parce que je connais mal les pays là-haut. Mais voilà, un peu tous les mêmes. Hein. Ouais. C'est un petit peu raciste de dire ça. C'est quoi cette émission hein c'est insupportable. Non, mais voilà, clairement, c'est un petit village qui était trop renfermé sur lui-même, et le pétrole va être cette ouverture au monde. C'est un moyen de l'ouverture au monde. Est-ce que ces histoires de pétrole, c'est pas ce qui plombe un petit peu la série ? Moi, ça m'intéresse beaucoup la vie de ces jeunes femmes, notamment une qui est enceinte, et c'est assez intéressant ce qui lui arrive et pourquoi ça lui arrive. Mais honnêtement, il y a des discussions interminables sur savoir comment on va trouver, où on va forer, et comment ça va jaillir et comment on va l'exploiter. Moi, ça me tombe des yeux, ça, en fait. C'est dommage, ouais. Moi, j'aime bien. Pour leur défense, c'est vrai qu'en général, quand on utilise le pétrole, pas au cinéma, mais dans les séries, c'est Dallas, c'est Dynasty, et c'est une toile de fond qui est jamais vraiment développée. C'est juste pour parler d'argent, et voilà. Là, au moins, c'est développé vraiment, et puis en Europe, c'est quand même très différent de ce qui s'est passé aux États-Unis. Alors, je suis pas d'accord, parce que justement, dans Trust, une série, la série de Danny Boyle qui démarre en ce moment sur Canal+, la série parle de la famille Getty, donc grand exploitant pétrolifère. Il y a une scène où, en une scène, pas très longue, le personnage de Donald Sutherland arrive à t'expliquer que tout est fait à base de pétrole, que ça part de tes chaussures, ton cahier, quand tu veux te déplacer, etc. Et en une scène, il nous pose tous les enjeux d'une industrie sans venir casser les pieds, je veux dire les pieds, pendant 2 heures sur comment on va l'exploiter, etc. C'est beaucoup plus concis. Je trouve qu'on perd moins le spectateur et que, du coup, c'est plus réussi. Là, je me dis, on essaye. À mon avis, les showrunners se sont dit, tiens, on a une bonne histoire, on va expliquer tout un village à partir du prisme du pétrole. Mais à un moment donné, il faut s'en détacher un peu, mec. Sinon, on va vraiment s'emmerder assez vite et assez fort, quoi. Après, je me dis que c'est peut-être justement les 2 premiers épisodes, dans le sens jusqu'au moment où on va le trouver, ce pétrole, parce que dans les 2 premiers épisodes, on est dans la question de est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il y en a pas, c'est la question. On évoque déjà aussi des liens avec, par exemple, les États du Golfe qui, eux, vivent déjà de leur pétrole, sont en bonne voie de l'exploiter et d'être ces puissances pétrolières qu'elles sont à l'heure actuelle, avant même la création de l'OPEP, etc. Donc en soi, on évoque déjà ça et on se dit où est-ce que nous, les États-Unis, et par truchement, par corollaire, l'Europe,
parce que ça se passe là, hein, nous, on peut avoir notre carte à jouer sur ce terrain du pétrole. Et comment on le trouve, comment on le cherche, et cette carte au trésor, parce que c'est le mot qui est employé plusieurs fois, c'est l'idée de vraiment trouver le trésor. Parce que le trésor, il est dans le Golfe pour l'instant, il n'est pas avec nous. Donc, moi, c'est cette course-là qui m'a intéressée, et l'idée de comment on le trouve, on le fore, etc. Moi, j'avoue que ça m'a plutôt... Mais il y a des documentaires sur Arte pour ça, non ? Ouais, mais alors justement, comme j'ai pas le courage de l'un et que j'ai le courage de l'autre, finalement, ce mélange des deux, merci beaucoup. T'attends des séries télé qu'elles t'apprennent un ou deux trucs en passant ? Ah bah toujours, mais moi j'attends une série télé un peu à la Mac Lesguy, je sais pas, tu vois, je m'amuse et j'apprends. Moi, c'est pas sorcier en fait. C'est pas sorcier. Vivement que ça revienne. Moi, il y a une qualité vraiment à la série, c'est qu'elle est vraiment très très belle. La photo est assez sublime. J'étais même étonné de voir ça en Norvège. On découvre des paysages qui sont sublimes, mais en plus il y a un truc de la photo. Même les acteurs choisis ont une espèce de beauté nordique qu'on voit pas très souvent en fait dans les séries qui pourraient même peut-être un peu penser à une série comme Riverdale à un moment donné, parce que ça fait un petit movie. Ils sont quand même très très beaux. Je sais pas comment ils sont castés, ou alors peut-être qu'ils sont tous sur un mode catalogue Ikea là-bas, je sais pas comment ça se passe, mais j'ai trouvé que la photo était assez sublime, qu'il y avait des très jolis plans. Et on parlait de Aki et Natira tout à l'heure, je trouve ça beaucoup plus regardable que Aki et Natira, qui à un moment donné ça me fatigue un petit peu l'œil avec tous ces plans avec ces amorces là. J'avais l'impression d'épier des gens en permanence. C'est plus classique, c'est vrai, au niveau de la mise en scène, mais du coup plus reposant. Donc vous êtes plutôt motivé pour un deuxième épisode ? Ah mais complètement. Totalement. D'accord. Bon, alors maintenant on va passer à complètement autre chose. Et surtout, complètement quelqu'un d'autre. Bonjour, Sophie-Marie Larouille. Hello. Alors comment c'était cette soirée ? On m'a dit que hier, vous étiez, ça faisait un petit peu trop longtemps que vous étiez sur site et que vous commenciez à avoir des idées un peu raéliennes. Ouais, je crois que la pluie, parce qu'il faut savoir qu'il pleut sans discontinuer, là on est à 4 mètres de haut, on est plus que la Seine en janvier, je crois que j'ai un peu les neurones qui ont mouillé, mais je sais pas donc si j'ai vrillé de l'autre côté, mais aujourd'hui je suis trop contente parce que généralement mes idées c'est de l'art brut un peu, comme facteur cheval, c'est-à-dire que les gens comme nous, généralement de notre vivant, le reste du monde pense qu'on est débile et c'est que de manière posthume que là c'est le jackpot pour nous, c'est-à-dire que tout le monde se pignole, Franck Ferrand fait des spéciales au cœur de l'histoire sur nous, des trucs mais hier soir, là aujourd'hui, ces dernières 24 heures, quoi, j'ai croisé la directrice des programmes de Canal+, Agnès Jude, et j'ai partagé avec elle mes idées au bout de 4 jours et demi de Cannes Série. Et alors qu'elle a une vraie carrière, un vrai salaire, un vrai métier où on peut mettre un nom dessus, elle était d'accord avec moi. Tu me parles de la météo, on est d'accord que là on passe des anges à Koh-Lanta. Mais c'est pire que Koh-Lanta en fait, je ne sais pas si on peut survivre en milieu aussi hostile. C'est du jamais vu. De mémoire de Cannes, c'est du jamais vu. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que ce festival, c'est définitivement le festival du hors-saison ? Définitivement. J'ai envie de citer Francis Cabrel. On doit être hors-saison. Est-ce que ça serait pas le parrain ou le marin, vu qu'il pleut, de ce festival ? Ce serait s'il fallait choisir une personne, ce serait lui en effet, parce qu'il pleut des cordes sans discontinuer. Et on n'est pas équipé pour. Parce qu'on est venu à Cannes sans ces affaires imperméables. Psychologiquement, moi je suis pas équipée. Alors, psychologiquement pas équipée, pratiquement pas équipée non plus. Et pas le temps d'aller acheter des bottes et un ciré, donc que faire ? Je ne sais pas. Étant donné que tu es d'accord avec moi sur l'aspect hors saison, est-ce que je peux te faire des suggestions pour la 2e édition de l'année prochaine ? Mais bien volontiers. Alors je propose que ça soit plus ici. Je pense que l'ADN de Cannes Série, ça doit être que ça se passe dans un camping. Pourquoi pas, à suggérer au comité d'organisation de Cannes Série. Je précise que tu as eu un moment de bug quand j'ai dit ça. Non, j'essayais de visualiser le camping. Le problème, c'est quel camping ? Parce que là encore, pour que ce soit un petit peu festif, il faut baquer la météo. Comment faire ? Dans quelle région ? Non, mais ici, mais en camping. Mais pourquoi pas ? De toute façon, là, avec la pluie qu'on a affrontée, je pense qu'on est à peu près prêt pour n'importe quelle situation. Donc, on ne sera pas plus démunis dans un camping, c'est certain. Mais les gens sont hagards, là. Les gens sont hagards, sont déprimés. Ne savent pas comment faire, on fait 2 pas et on se prend des torrents de flotte, donc on cherche à s'abriter. Il n'y a pas de quoi s'abriter dans cette ville car ce n'est pas prévu. Du coup, la soirée de la montée des marches de samedi soir, il y avait un thème, c'était créatif chic. Je propose pour la 2e édition que ça ne soit plus créatif chic mais Kardashian, parce qu'elles sont à la fois en jogging et basket, donc pour la pluie c'est très bien. Et au cas où, on a un backup, on peut se mettre en robe trop courte s'il fait beau. Est-ce que tu es d'accord ? Je suis d'accord. Je pense qu'il faut imposer ce dress code.
Kardashian, c'est bien. Je suis très heureuse que tu sois d'accord avec moi. Je continue sur les suggestions. Absolument. Tous les Cannois qui le souhaitent peuvent devenir table d'hôte et on est obligé de déjeuner chez eux. On sait très bien, Agnès, que c'est pas dans un 5 étoiles qu'on est créatif. Donc là, tu parles plus seulement de table d'hôte, mais également de chambre d'hôte. Est-ce que tu me confierais pas l'orga? Je pense qu'il faut qu'on en parle très sérieusement. Et pour le festival du film, et pour Cannes Série, à Thierry Frémaux, à Pierre Lescure et au comité d'organisation de Cannes Série. Là, on entend beaucoup de bruit parce qu'on est dans une salle de répétition pour la cérémonie de clôture. Donc on est un peu parasité, mais par de très beaux bruits, hein. C'est très joli comme bruit. Oui, je pense qu'il faut soumettre ton nom, parce qu'en effet, d'abord, je pense que tu trouverais nombre de solutions d'hébergement, alors que tout le monde galère pour avoir qui d'un hôtel, qui d'un Airbnb, qui d'une auberge très loin. Donc là, toi, en effet, si tu t'occupes de centraliser les offres d'hébergement chez l'habitant et de les dispatcher ensuite parmi la population du festival, je pense que beaucoup de problèmes n'en seraient plus. Et puis, on officialiserait officiellement le fait que Cannes Série, c'est le festival de cette France hors saison, de cette France des ronds-points, de cette France du peuple. Des ronds-points, pourquoi des ronds-points ? Parce que à Paris, sache qu'il n'y a qu'un rond-point. Or, en province, toutes les municipalités se font des bénéfices sur la construction de ronds-points. Je compte sur toi pour faire remonter auprès du diffuseur Canal+, étant donné que moi, il ne m'écoute pas, mais je sais qu'on a raison ensemble. Absolument, on a raison ensemble. On l'a double coco, mais c'est bon, on l'a sinon. On la double coco et c'est parti mon kiki. Merci Agnès. Merci à toi Sophie-Marie. C'est le silence qui se remarque le plus. Les volets roulants, tous descendus. Voilà Capri. Eh oui, mon bon monsieur, mais c'est ça aussi la France, hein. Il fait pas que beau, il n'y a pas que des tapis rouges et des robes et des machins. La Cannes Série, moi je trouve que c'est plus fidèle à ce qu'on ressent en tant que Français, c'est-à-dire que on a froid aux pieds, tu vois, on est souvent bougon, et je trouve que c'est plus fidèle en fait. D'accord, merci beaucoup Sophie-Marie Laroux. Oh bah au service de la France. Hein, merci beaucoup Perrine et merci beaucoup Jean-Maxime. À demain les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Next Épisode. C'était Next Épisode sur Séance Radio, en direct de Cannes Série.